les impériales. Déjà, on a un nom qui en jette, ça sent le pouvoir, l'autorité. Quand t'associes ça à une voiture, c'est qu'elle est destinée à des gens importants, des gens qui ont de l'influence. C'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On doit avoir affaire à l'excellence, à quelque chose d'unique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de cette Chrysler Impériale 1991? Ou est-ce que c'est juste une random berline Chrysler genre Saratoga qu'on a faussement bourgeoisée? Je vais recontextualiser un peu parce que ça permet de comprendre pas mal de choses. À la fin des années 70, le groupe Chrysler est passé pas loin de la faillite. Comme tous les constructeurs américains pendant cette décennie se sont pris de plein fouet les crises pétrolières et toutes les nouvelles normes, sauf que le groupe Chrysler en 3e position des Big Three a vraiment pris cher. Mais dès le début des années 80, le miracle se produit avec l'arrivée de Lee Iacocca à la tête du groupe. La gamme est complètement refondue, adios les vieilles péniches V8 propulsion qu'on aime tant, et place à la nouvelle plateforme K. Une plateforme qui sera à l'origine de Chrysler plus compacte, en traction et avec des moteurs 4 cylindres. On crée même un nouveau segment, le minivan avec le lancement du Plymouth Voyager. Et ça cartonne. Cars get smaller and smaller. You need a magic wagon that carries 2 passengers and a big load, or 5 passengers and a smaller load. Or an option for 7. It's the front-wheel drive Plymouth Voyager, and Voyager's mileage is unbelievable. Donc à la fin des années 1980, début 1990, Chrysler c'est un groupe qui est en pleine forme et qui profite encore de tout le boulot qui a été initié avec les K-Cars et les minivans. Les héritières des K-Cars, donc véhicules issus de la plateforme K, se vendent toujours bien. La 2e génération du Voyager prolonge la success story. Mais à cette époque, les Chrysler sont des voitures américaines rationnelles. Il n'y a plus vraiment de modèles passionnants. Style sportive à moteur V8 ou berline de grand luxe comme chez la concurrence. On trouve principalement des modèles économiques à bon rapport qualité-prix et qui répond aux besoins du commun des mortels. Rien de très excitant. D'ailleurs, les berlinés coupés Plymouth, Dodge, Chrysler, donc du même groupe, cartonnent chez les loueurs. Il n'y a rien de plus banal qu'une Chrysler au début des années 90 en Amérique du Nord. En étant objectif, parce que j'adore cette marque. Donc sur le papier, ressusciter un grand nom comme Impérial à cette époque, il y a certainement une volonté de proposer une Chrysler qui sort vraiment du lot. Impérial, c'est le nom d'un très vieux modèle haut de gamme proposé chez Chrysler dès les années 20 et qui est même devenu une marque à part entière dans les années 50. Elle incarnait vraiment le meilleur du savoir-faire Chrysler à chaque décennie. Et la dernière Impérial que nous avait proposé Chrysler de 1980 à 1983 a été un échec, donc le modèle a été enterré, mais il revient contre toute attente en 1990 quand la marque est bien renflouée et qu'elle est prête à reprendre des risques. Ce qui nous amène donc à cette Chrysler Impériale produite de 1990 à 1993. Et là encore une fois avec ce propriétaire, on est face à un modèle 1991 qui est dans un état incroyable, très rare, elle est comme neuve. Et en plus une configuration pas courante du tout puisqu'on a là affaire un triple black, c'est-à-dire noir, intérieur noir, toit vinyle noir. Et c'est vraiment pas une configuration courante sur l'Impériale. Donc vous proposez aujourd'hui une triple black aussi bien préservée pour un modèle comme ça qui a été peu considéré et peu produit, c'est une petite perle quand même. Mais avant de continuer, tu te dis qu'il serait peut-être temps de t'offrir ta première voiture américaine. Goûter toi aussi au luxe d'une Cadillac, à la brutalité d'une muscle car ou au charme rustique d'un bon vieux pick-up. Mais t'as peur de te lancer. Et c'est légitime. On va pas tourner autour du pot, le marché de l'américaine ancienne regorge de merguez, en Europe comme aux US. Ma mission via ma société Rambler, c'est de rechercher de bonnes voitures américaines le plus saines et authentiques possible. Des modèles que je pourrais acheter pour moi-même. Explique-moi ton projet sur rambler.fr, bouton je me lance. Allez, on reprend la vidéo. Donc ce modèle quand il sort, il a quand même une grosse mission, un gros challenge, c'est d'aller concurrencer des berlines de luxe de la même période d'autres constructeurs américains qui étaient donc les Buick Park Avenue, les Lincoln Continental, évidemment les Cadillac de ville. Donc quand je vous dis qu'il y a du lourd en face, je plaisante pas. Toutes ces concurrentes se battent un petit peu avec les mêmes armes, on est sur les mêmes gabarits, un look de berline américaine assez classique, mais techniquement plus évolué que ce qu'on a eu avant, puisqu'elles sont toutes, que ce soit la Lincoln, la Buick ou la Cadillac, en traction, avec des moteurs V6 ou V8 de petite cylindrée en injection. Et moi qui connais en plus très bien une de ses concurrentes de l'époque, la Buick Park Avenue, je vais me faire un plaisir de comparer et de voir si vraiment elle était à la hauteur par rapport à cette Park Avenue. Après, je vous spoil direct, hein, sur le plan commercial, cette Impériale versus la Park Avenue, elle a clairement perdu la bataille. Pour vous donner une idée, pour 10 000 Impériales vendues chaque année, il y avait en moyenne 100 000 Park Avenue. Mais est-ce qu'elle est objectivement beaucoup moins bien? Déjà au premier regard, je me dis que Chrysler a pris le goût du risque. Comment tu peux oser sortir un truc aussi kitsch au début des années 90? On parle pas d'un modèle dont la carrière a déjà commencé dans les années 80, non, il commence vraiment au début de cette nouvelle décennie. On dirait simplement l'ancienne Impériale 81-83 remise un peu au goût du jour avec des lignes plus douces. Visuellement, il n'y a pas d'énorme révolution. À part ce qu'il y a en dessous, la nouvelle mécanique, la nouvelle plateforme, il n'y a pas de réel changement. On a toujours un dessin assez anguleux, les phares escamotables à l'avant et un paquet de gimmicks des années 80. Cette caisse pue les années 80 alors qu'elle est censée bouffer le monde à l'aube des années 90.
elle fait vraiment dater par rapport à la concurrence. Regardez la nouvelle Lincoln Continental lancée en 1988 ou la Buick Park Avenue qui arrivera à partir de 1991. On a des lignes plus fluides, un biodesign à la mode avec des phares composites. Il y a que la Cadillac DeVille qui paraît un peu obsolète, mais bon, le modèle il a été lancé en 1985 donc on lui pardonne. Cette Chrysler Imperial à l'époque, elle pâtit quand même vachement du fait que elle semble complètement inspirée de l'Imperial du début des années 80. Elle sent vraiment une inspiration design du début de la décennie précédente. Ce qui n'est pas franchement flatteur quand on voit ce qu'il y a en face. Des années après, évidemment, c'est une autre histoire. Regardez-moi tous ces détails kitsch. Ça déborde. Vraiment, ils ont fait la totale du luxe des années 80, du bling-bling des années 80. On a des chromes absolument partout. Je dis pas que les chromes disparaissent complètement au début des années 90, mais là, ils ont mis le paquet. On a cette baguette chromée qui vient comme ça dans l'alignement du pare-choc lui-même chromé, les contours de passage de roue, ce liseré aussi terriblement 70s, les rétroviseurs également chromés, les baguettes de contour de vitre, ce magnifique aussi demi-toit vinyle. Alors ça c'est vraiment le summum du luxe. Le toit vinyle c'est classe, mais alors le demi-toit vinyle comme ça, le toit type Landau, alors là on a encore vraiment un niveau de luxe suprême. C'est vraiment caractéristique des véhicules avec chauffeur. On a vraiment cette séparation bien nette, bien visuelle entre la partie chauffeur et la partie VIP. Les lettrages impérial dorés s'il vous plaît, qui reprennent je crois la même typo que les modèles des années 70. Détail très amusant, le propriétaire a fait refaire des jantes au design originel impérial, mais dans une version 16 pouces. Parce que, et je le rejoins, d'origine on a du 14 pouces là-dessus et ça fait vraiment petite roulette, ça remplit pas bien les passages de roue. Alors que là franchement, c'est très joli et ça a l'air d'origine et visuellement ça change vraiment la gueule de la bagnole. Le petit écusson impérial avec les feuilles de laurier qui nous rappelle beaucoup Cadillac clairement. Un corps du chrome, un corps du chrome. À l'avant on retrouve clairement l'inspiration de l'impérial de 1980-83. On a à peu près tous les mêmes gimmicks. La grosse calandre chromée temple grec. L'écusson impérial bien visible. Ces fameux phares escamotables avec le petit logo impérial. Et en dessous la petite veilleuse clignotant. Évidemment un gros pare-choc chromé en pointe. Et je vais faire quelque chose que je risque d'oublier. Après je vais vous ouvrir tout de suite les phares escamotables. Qu'est-ce que j'ai foutu des clés ? On a aussi l'Opera Window, gimmick important des voitures de luxe américaines des 70s. Et niveau gabarit, c'est tout simplement la plus grosse berline Chrysler de cette époque, tout simplement parce qu'il n'y a plus que des petits modèles dans le catalogue. On a donc 5,15 m de long, 1,75 m de large, ce qui est pas très large par contre pour une berline américaine de cette époque, pour un poids à vide d'environ 1,6 tonne. À l'arrière, on se demande encore qu'est-ce qu'ils ont foutu. On retrouve littéralement la bande de feu qui court toute la largeur, comme sur l'Impérial 1981-1983. Cette voiture, elle a vraiment le goût amer de l'échec passé. Comme si c'était dit, le design de l'Impérial était peut-être trop en avance sur son temps au début des années 80, peut-être qu'il plaira mieux en 1990, je ne pense pas. Et puis même cette découpe du toit là, hyper carrée, mais ça c'est typiquement 80s, et c'est ni plus ni moins qu'une réinterprétation de la Fifth Avenue, de la Chrysler Fifth Avenue, dont la carrière s'est juste arrêtée 1 ou 2 ans avant. Je ne comprends pas l'idée derrière ça. C'est hyper daté. Bon les amis, là je peux vous dire qu'il se passe quelque chose. Dès que j'ouvre la porte, on voit clairement la différence entre cette Chrysler Impériale et une Chrysler basique. Même une Chrysler bien optionnée avec intérieur cuir, ça n'a pas le même cachet que l'intérieur qui en plus est un intérieur Mark Cross. Donc c'est la sellerie entièrement retravaillée Mark Cross. On a une Chrysler Impériale full de full avec un niveau de finition qui est vraiment au-dessus de ce qu'on trouvait chez Chrysler à l'époque. Je suis assez surpris. Il y a un travail sur la garniture qui est complètement recouverte de cuir de haut en bas. Alors différents types de cuir avec hop la petite moquette molletonnée en bas jusqu'à cette espèce d'alcantara qui vient recouvrir toutes les parties qui sont normalement en plastique basique. Je suis impressionné. On a ces petits boutons teintes chromées, ce cuir, ce faux bois, ces chromes. C'est super joli. Même la bordure du siège avec la commande de siège électrique a été hyper bien travaillée avec un contour de chrome et un faux bois. C'est super élégant. Bon, bah pas étonnant, quand on regarde le dessin, l'épaisseur de ces sièges en vrai cuir, on est hyper bien installé, c'est très confort. On s'enfonce juste qu'il faut, c'est pas non plus démesuré comme une Cadillac en termes d'enfoncement dans la banquette. Voilà, il y a quand même un peu de maintien, c'est assez ferme, juste qu'il faut. On est très bien. Ce qui est assez drôle quand on connaît le modèle original, c'est que du coup on retrouve la planche de bord d'une Dodge Dynasty qui est une berline américaine tout à fait classique Chrysler, à la base tout en plastique de haut en bas. Et là, ça a été entièrement regainé de cuir, mais sur toute la surface du tableau de bord. Il n'y a quasiment plus une partie
en plastique dur, en plastique cheap, comme si un préparateur était repassé sur une Dodge Dynasty, comme si un préparateur de véhicules de luxe avait refait toute une sellerie. C'est un peu le cas, Mark Ross, c'est un sellier américain assez réputé visiblement, et le travail a vraiment été fait dans les règles de l'art. On ne se fout pas de notre gueule, c'est pas un pauvre partenariat comme on peut retrouver sur certaines marques. Là, pour vous dire vraiment, ça c'est exceptionnel sur une voiture américaine de cette époque. D'avoir une sorte d'Alcantara comme ça qui vient cacher le peu de plastique apparent qu'il y avait d'origine, c'est vraiment inattendu. On retrouve le volant avec airbag que j'avais aussi sur mon Chrysler Voyager avec les commandes du régulateur de vitesse, les boutons de klaxon, dans une configuration full black. Du coup, on a un intérieur qui est vraiment complètement noir, avec un ciel de toit, bon pour le coup, assez basique. Il n'y a pas eu un travail particulier. On retrouve le logo Impérial sur la planche de bord, toujours du faux bois, du chrome à gogo, des petites touches de doré par endroits, la commande de climatisation automatique. On retrouve toute l'ergonomie d'une américaine classique des années 70, la petite tirette pour les feux, le levier de vitesse au volant. Et un des détails qui fait vraiment le charme de cette Impériale, c'est l'affichage numérique, qui est très joli et qui est un pur gimmick des années 80 aussi, qui continue à être un peu sympa au début des années 90, donc ça je dirais pas que c'est trop daté, ça fait toujours plaisir à cette époque. En option, on avait aussi droit à une super sono 10 haut-parleurs Infinity, qui malheureusement l'autoradio a été remplacé par un modèle plus moderne, mais on avait une voiture qui était quand même au niveau équipement hyper bien équipée pour une voiture américaine de luxe de cette époque. Là-dessus, elle n'avait pas du tout à rougir, il y avait tout ce qu'il fallait. Des sièges à réglage électrique 8 positions, avec mémoire, la fermeture centralisée, les 4 vitres électriques, les rétro-électriques. Et à l'avant, donc on est sur une banquette 3 places. Si je relève les accoudoirs, j'ai les ceintures, la ceinture du milieu. Là où par contre, ça m'étonne beaucoup, c'est que cette voiture, même comparée à ses concurrentes, est moins large. Il y a au moins 10-15 cm de moins et ça se ressent même dans l'habitacle. Là, clairement, mettre 3 personnes à l'avant, je suis pas aussi confiant que dans une Cadillac. Maintenant, on va prendre la vraie place sur ce genre de voiture, la banquette arrière. Bon, on a toujours cette magnifique garniture, comme à l'avant, avec en plus un petit écusson de cheval doré, très kitsch, très sympa. Et puis voilà, toujours cette super finition avec ces petits traits de couture, ces différentes textures de cuir, de faux bois, le petit cylindrier avec allume-cigare individuel, petite commande de vitre électrique, toujours un peu d'Alcantara pour recouvrir les parties plastiques pas très nobles. Et surtout, waouh. Alors la surprise sur cette voiture, c'est l'espace aux jambes. C'est dingue parce qu'on a un espace aux jambes qui est supérieur à beaucoup de voitures américaines de cette époque, notamment la Buick Park Avenue, notamment toutes les concurrentes vraiment sérieuses de cette voiture. Aucune n'offre autant d'espace aux jambes. C'est un truc de malade. En fait, l'astuce sur cette voiture qu'on voit pas spécialement de l'extérieur, c'est que les banquettes ont été renfoncées vers l'arrière. On a vraiment le visage qui est quasiment au niveau de l'Opera Window. C'est vraiment le côté un peu VIP où tu es discret dans ta bagnole. On voit pas ton visage de l'extérieur. Toi, tu peux voir discrètement via l'Opera Window, mais tu es vraiment enfoncé vers l'arrière en fait. Tu es plus vers la malle de coffre que l'avant de l'habitacle. Ce qui fait que tu as cet espace incroyable aux jambes inédit sur une caisse de cette catégorie-là. On est encore une fois super bien installé. On a toujours les accoudoirs. Chose extrêmement nouvelle pour cette époque, puisque les Américains, dans les années 70-80, ils sont pas très bons en rangement. Ils ont des voitures assez spacieuses, mais pas forcément très bien pensées, et notamment au niveau des rangements. Et là, c'est là que débarquent les fameux porte-gobelets en force au début des années 90. On commence à les retrouver partout. Et là, ça fait partie de ces premières voitures à en intégrer un peu partout, comme ça, de manière astucieuse. C'est pas aussi smooth qu'une Cadillac ou autre. On est moins enfoncé, on a moins cette double épaisseur de cuir. Là, c'est épais, mais c'est un peu moins généreux. Mais je dirais que c'est un bon compromis aussi. Voilà, c'est un peu plus européen, un peu moins molletonné, on va dire. Mais la sellerie, même à regarder, est vraiment très jolie. La lunette arrière est microscopique. C'est limite une meurtrière. J'allais oublier un détail tellement cool, je vais vous le montrer là. Autre option assez incroyable pour 1991, le téléphone sous cette forme-là intégré au pare-soleil. J'avais encore jamais vu ça, je connaissais le téléphone qui était placé au milieu, donc un téléphone, un combiné classique qu'on prenait à la main. Mais là, c'est carrément une mini calculette qui s'allume. Alors attendez, bougez pas, je vais essayer de l'allumer. Voilà, je mets le contact. Power. Voilà, vous avez entendu le petit bip. Et alors je ne sais pas comment ça fonctionnait, son propriétaire non plus. Est-ce qu'il fallait mettre une carte SIM? On est en 1991. Il n'y a pas tout le système, le gros boîtier qu'il peut y avoir dans le coffre de certaines bagnoles de cette époque.
Donc soit ça a été supprimé, je sais pas comment ça marche, je serais curieux. Mais en gros là vous voyez tous les petits boutons pour composer les numéros, pour passer des appels. Et puis le petit haut-parleur là, le petit micro, le volume. Et vous roulez, et hop, pendant que vous roulez, en même temps, vous passez votre coup de fil. Mais on est en 1991. Bon, ça c'est quelque chose que j'oublie souvent de vous montrer sur ces voitures, le coffre. Bon, bah, elle a un très grand coffre pour la catégorie aussi, qui est cette fois, contrairement à d'autres Chrysler, bien molletonné, bien isolé, avec des belles moquettes bien épaisses. Voilà. Quoi d'autre à dire? Pas grand chose. Si, qu'on retrouve le système de fermeture comme chez GM, anti-pincement, avec le petit moteur électrique, qui vient terminer tout seul la fermeture du coffre. Chez Chrysler, les V8 sont plus à la mode depuis des années déjà. Hein. Les derniers V8 qu'on trouve, c'est plus que des utilitaires chez Dodge. On a donc là un V6 3 litres 3, le nouveau V6 3 litres 3 Chrysler, qui donne 147 chevaux pour 250 Nm de couple. C'est pas incroyable sur le papier, mais ça donne des performances assez correctes pour une berline de cette époque. Il est associé à une boîte automatique 4 vitesses et donc en configuration traction. Et en cours d'année 1991, on trouvera aussi le nouveau V6 3 litres 8 qui aura, je crois, à peine 3 chevaux de plus, mais qui offrira surtout un peu plus de couple à bas régime. Hein. Je crois un peu plus de 40 Nm supplémentaires. Bon les amis, c'est parti pour les 7.7 Chrysler Imperial 1991 en V6 3 litres 3. Je démarre. C'est pas un V8, hein. C'est vrai que la sonorité, elle a son petit charme. On sent quand même c'est une cylindrée un peu élevée, on va dire. On sent qu'on a quand même affaire à un V6. Mais pour autant, c'est pas le charme d'un V8. La suspension, elle est hyper molle à l'américaine, comme je vous ai habitué dans tous mes essais. On sent que c'est une voiture calibrée pour les routes et les besoins américains. Hein. Là, je le sens déjà sur les ralentisseurs. Elle bouge vachement. C'est assez étonnant parce que j'imaginais un truc quand même un peu plus ferme. On est en 1990, c'est une Chrysler. Bon, je m'attendais pas trop à ça. On sent un peu de vibration quand même dans l'habitacle. Il n'y a pas, quand on peut avoir ce cloisonnement entre le moteur, cloisonnement qu'on a sur des berlines de luxe américaines, où vraiment le moteur est à part, séparé de l'habitacle. Là, on ressent quand même un peu les vibrations du V6. La direction est très assistée dans la moyenne des américaines. Ouais, on sent une bonne suspension bien mollassonne. Ouais, le moteur est moyennement discret. Les V8 qu'on a chez Cadillac, par exemple, on les entend beaucoup moins. Pas parce qu'en soi, c'est des moteurs qui font moins de bruit, mais parce que déjà l'insonorisation est bien meilleure. Cette voiture est équipée de série de l'ABS, qui était assez efficace à l'époque. Hein. Si on écoute les essais des journalistes quand elle est sortie. Ce que lui avait pas mal reproché à l'époque les essayeurs auto américains, dans l'ensemble, c'était une voiture assez homogène, mais dans les défauts qui revenaient, les petits bruits dans l'habitacle, la suspension qui s'excite à mort pour rien à basse vitesse, le moindre petit défaut, on le sent quand même, ça remonte jusqu'à l'habitacle. Voilà, il y a pas mal de vibrations qui sont remontées et la suspension aura tendance vraiment à balloter à mort. Elle a un défaut par contre propre au Chrysler de cette période, que je trouvais aussi sur ma Le Baron, c'est la maniabilité qui est un peu entachée par le long porte-à-faux avant, et le rayon de braquage qui est pas super, donc ça aide pas trop pour les manœuvres. Voilà, bah là je suis dans une route plus défoncée, vous allez voir la voiture, voilà, vous devez ressentir un peu le côté bateau et le correcteur d'assiette qui se met en route. Ah, la direction est assez précise, elle freine très bien, elle a vraiment du mordant. Franchement, pas mal du tout. L'accélération vraiment, bah, elle est pas du tout ridicule. Elle fait mieux, je pense, que certains V8 de l'époque. Elle aurait été donnée pour un 0 à 100 environ 10 secondes, ce qui est très correct pour une berline de ce gabarit. Et puis ce V6 permettait d'avoir une consommation quand même assez correcte par rapport au poids du véhicule, par rapport à sa puissance. On était sur une moyenne de 11 litres 5, 12 litres. Bon, après, franchement, c'est pas ça qui faisait la différence à choisir entre un V6 et un V8. Un bon V8 de petite cylindrée de cette époque consommait pas non plus énormément. Donc bon, je dirais pas que c'était vraiment un énorme argument de vente, la consommation, si on part de ce principe. Parce que le V8 avait quand même un peu plus de couple et une mélodie très sympa. Même si je le rappelle, aujourd'hui, nous, et puis nous en tant qu'Européens, on aime bien l'exotisme du V8. Bon, à cette époque, les Américains, le V8, c'était quelque chose de très lambda. Donc je pense pas qu'ils couraient absolument tous après ça. Hein. Si on leur offrait un V6 avec un comportement assez proche et une petite baisse de consommation, ils y réfléchissaient peut-être. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a carrément des porte-gobelets intégrés dans les accoudoirs.
Ouais, c'est assez perturbant le compresseur qui se met en route à tout moment, dès que la voiture ballotte un peu et que l'assiette doit être corrigée. Ouais, je suis pas très impressionné par l'insonorisation, elle est assez moyenne. On a quand même des bruits de roulement, des petits bruits de vent. C'est pas aussi impressionnant qu'une Cadillac de cette époque. Là, on se rapproche quand même des sensations, je pense, d'une Le Baron ou d'une Chrysler assez basique de cette période. Alors, il y a peut-être un travail qui a été fait au niveau de la suspension. C'est très possible, effectivement, c'est hyper smooth. Mais à part ça, je suis pas hyper choqué comme j'ai pu l'être par une Lincoln ou par une Cadillac de cette époque où vraiment tu as l'impression d'être confiné dans ton petit salon, déconnecté de l'extérieur, très peu de bruit, très peu de vibrations. Non, là, c'est un petit peu plus brut. Voilà, on est plus sur des sensations d'une berline américaine classique, enfin d'une Chrysler basique de cette époque-là. En revanche, le V6, il envoie pas mal. Hein. Vraiment, je pense qu'il peut fumer quelques V8 de concurrentes de l'époque. Bon, après, ce petit V6 3 litres 3 Chrysler, il a un petit feulement pas désagréable. C'est un moteur, alors c'est assez drôle de le dire parce que là, on est quand même sur une berline qui a des prétentions très haut de gamme pour Chrysler. C'est le V6 3 litres 3 que j'avais dans mon Voyager de 99. Hein. C'est un moteur qui est resté une vingtaine d'années au catalogue. Donc, et qui a eu des utilisations beaucoup moins nobles. En 90, si c'était un nouveau moteur qui était proposé au final que sur ce modèle-là et qui commençait, je crois, à partir de 92-93 à être proposé sur les deuxième génération de Voyager. Donc, de toute façon, c'est un moteur qui va être utilisé sur d'autres modèles plus populaires du groupe Chrysler. Excellent moteur, injection multipoint, hein, très moderne pour l'époque. La boîte auto, elle est douce. Petit combo V6 injection bien conçu et boîte auto 4 vitesses à gestion électronique un petit peu plus performante. Tout ça a contribué à faire une voiture quand même qui envoie pas mal, hein, malgré la fiche technique qui envoie pas spécialement du rêve. Tiens, on va faire un petit test de roulis. Ouais, ça tient pas mal dans le virage. Hein. Ça se penche pas trop. La personne. Ouais, c'est pas mal. Ça se dandine pas trop. Franchement, c'est assez correct. Un peu mieux peut-être qu'une Cadillac de cette période. Encore une voiture américaine dans l'ensemble très agréable à conduire. Hein. Ça reste une voiture qu'on prendrait avec plaisir pour faire des kilomètres. Là, elle n'est pas au niveau d'une Cadillac et je pense pas trop non plus au niveau d'une Buick Park Avenue. Quoique pas loin. Pas loin quand même d'une Park Avenue. Elle est nerveuse, hein. Elle est vraiment nerveuse. C'est vraiment très sympa. On n'attend pas plus de ce genre de voiture. Le moteur prend ses tours, il se met à gueuler, la sonorité reste agréable. Non, franchement, c'est très équilibré comme voiture. C'est très équilibré, ça avance bien, ça freine bien. C'est franchement équilibré. Maintenant, c'est pas ce qu'on attend d'une voiture de ce prix-là quand on voit ce que la concurrence faisait, je trouve. Je retrouve la sonorité de mon Voyager S2, S3. C'est pas la plus noble des comparaisons. Test du dos d'âne. Attention, est-ce que vous allez voir de gros mouvements? On aime ça. Bon, Chrysler s'est pas moqué de ses clients avec cette Impériale qui est beaucoup plus statutaire, beaucoup mieux finie que la plupart des berlines Chrysler de cette époque. On est globalement sur un super niveau de luxe, un super niveau de confort pour une berline américaine de luxe de 1991. Alors oui, pour nous, amoureux des voitures américaines à moteur V8, j'irai pas jusqu'à dire que le V6 a autant de charme, a une aussi belle mélodie, mais franchement, il fait bien le job, il est assez bluffant et il offre, je dirais, un caractère assez semblable, hein, des performances vraiment suffisantes pour ce genre de bagnole. Le design est kitsch, bling bling comme j'adore, alors à l'époque, totalement à la ramasse par rapport à la concurrence, mais aujourd'hui, on trouve ça génial, c'est tout ce qu'on aime. Et si vous pensiez comme moi que c'était simplement une Le Baron ou une Dynasty un peu embourgeoisée à la va-vite, non, c'est quand même quelques steps au-dessus. Maintenant, est-ce que c'est mieux que la Buick Park Avenue de la même année? À l'époque, l'Impériale était un poil plus chère que la Buick Park Avenue, mais hyper ringarde à côté. Moins puissante, moins spacieuse à bord. Aujourd'hui par contre, c'est bien plus rare et exclusif qu'une Buick Park Avenue. Et le côté old school, je peux vous dire qu'il fait bien son effet. Donc à l'époque, c'était pas la meilleure berline de luxe américaine en traction, mais aujourd'hui, elle a quand même pas mal d'arguments en collection. J'espère que cet essai vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!